dans un contexte toujours particulier, voire même très particulier. Je ne sais pas, parce que si ces annonces-là sortent, c'est qu'il y a quelque chose, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, certainement, on va vers une autre forme de confinement. Je dis certainement, je dis ça encore parenthèse, entre guillemets, on n'est pas sûr. Ce ne sera peut-être pas un confinement comme celui qu'on a connu, mais une autre forme de confinement, c'est que je dire durcissement. S'il y a durcissement, ça voudrait dire la situation, c'est une réalité aujourd'hui. Les chiffres sont là. Je prends comme référence deux. Moi, ce sont les indicateurs les plus importants. C'est le nombre de personnes hospitalisées et en réanimation et le nombre de décès. Ces deux indicateurs-là, ce sont les indicateurs qui nous donnent les vraies tendances de la période actuelle avec la période précédente. Puisque les autres indicateurs qu'on nous donne ne permettent pas de comparaison puisqu'il n'y avait pas dans la période précédente de test. Et puis, c'est toujours du volontariat quand on veut se tester ou pas. Tandis que quand on est en réanimation, ce n'est pas des CD, je ne pense pas que ce soit du volontariat non plus. Donc, ce sont des chiffres qui nous donnent la tendance réelle. Et ça voudrait dire aujourd'hui que la situation s'aggrave au niveau national et que chez nous, ça ne s'améliore pas. J'attends les chiffres de demain, puisque demain nous serons en réunion avec. Ils ont fait le point le mardi, chaque mardi on fait le point. Là, ça a été reporté à demain matin 10h. Donc, demain matin 10h. Ça voudrait dire qu'il y a d'autres cas, qui pourraient avoir d'autres cas Covid ou des personnes non hospitalisées. Puisque les chiffres qu'on donne, on dit bien que les personnes hospitalisées. Et on sait très bien, sur le territoire de la montagne, j'en suis témoin, que les chiffres sont peut-être légèrement un peu plus. C'est ça que je vous rappeler à la prudence et de faire très attention puisque personne n'est pas là. Voilà un virus qui de toutes les façons vit. Il ne connaît ni les catégories socio-professionnelles, et ni l'âge non plus. Donc, ne pensez pas que nous sommes protégés, personne n'est protégé, donc prenez vos précautions. Et en prenant vos précautions, vous protégez les autres. On a une période qui arrive là actuellement, qui est pendant longtemps, pendant à peu près une semaine, 15 jours, on se posait la question, qu'allons-nous faire? Donc, et je vous ai, comment je pourrais dire, testé un peu vos opinions pour savoir. J'ai écouté les gens de la population à qui j'ai posé des questions. J'ai écouté les administratifs. Donc, on a arrêté la décision. La décision, c'est celle-là. Le cimetière sera ouvert du dimanche 1er au vendredi. Vendredi sera quoi? Vendredi 6, c'est ça? Oui. Dimanche 1er au vendredi 6, de 7h à 18h. Donc, ça veut dire que le premier à 18h. Pour éviter les attroupements, parce que c'est surtout le soir que les gens viennent en nombre, et quand comme il fait noir, etc. Donc le port du masque est obligatoire. Il y aura un parcours fléché à l'intérieur du cimetière. Et on demande aux gens d'honorer leurs défunts et de repartir. Pas d'attroupement, éviter qu'il y ait plus de 6 personnes autour des tombes ou des caveaux. Et dire aux gens surtout
privilégier les autres jours, qui sont le 3, le 4, le 5, le 6, pour éviter que tout le monde vienne. La tradition, c'est le premier. Cette situation-là, parce que c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Une chose, j'aurais souhaité que les différentes informations que tu as données concernant effectivement les heures d'ouverture, le jour d'ouverture du cimetière, qu'on puisse nous porter ce qui nous permettrait effectivement, en tout cas moi je sais que si mon voisinage m'interroge, je pourrais effectivement relayer l'information sans perte. D'accord, il y a un communiqué qui va sortir, donc on va le publier. Et il y a un arrêté aussi, d'ici demain, vous aurez l'arrêté et sur la page Facebook, il y a les informations qui sont déjà données. Mais avec plus de précision et rédigé de manière plus administrative, on va dire ça. Donc vous aurez communiqué un arrêté d'ici demain. Par contre, moi, avec ma petite famille, nous resterons toujours sur ma position. Je ne veux pas aussi nous permettre la commune, les deux, c'est peut-être la politique. Oui, collègue. Moulin Rodrigue. Présent. Maximel Bazagé Livial. Représenté. Saint-Cyr Jean-Louis. Présent. Dagonia Sylvis. Présent. Citadelle Christian. Présent. Yéponde Francis. Représenté. Maricel Didier. Présent. Belfort Jacqueline. Présent. Combre Yvon. Gatibel Zacharine. Francillon Saturnin. Présent. Mercadier Sonia. Promeneur Richard. Présent. Génipa Annie. Présent. Albina Pierre. Présent. Venga Dassalon Patricia. Présent. Toribio José. Magala Choumi Sarah. Trey Florent. Rabolion Nicole. Makaki Léon. Kandasami José. Deux présents. Merci collègue. Le quorum étant fixé à 17, donc nous pouvons largement ouvrir notre séance et l'ordre du jour comprend 7 points. 4 points. Donc on vous propose, excusez-moi collègue, 3 points au ordre de jour. Le point numéro 6 qui est le régime indemnitaire. Modification de la délibération numéro 2009-05-22. Le point numéro 7 qui est l'accompagnement financier de M. Thierry Mefara, ministre de Guadeloupe, que je vous propose de rattacher au point numéro 4. 1. La délibération portant saisine de la commission consultative des services publics locaux, la CCSPL. Le point numéro 2 est la désignation des représentants du conseil municipal au conseil d'école. Le point numéro 3 est l'affectation du fonds d'aide aux communes, le PAC de 2020. M. Michael Torchi, le ministre de Guadeloupe. Donc le 4 et le 7, il y a un seul point, puisqu'on a 2 candidats. Première question, collègue, êtes-vous d'accord pour la modification de qui est contre? Il s'abstient. Merci. Donc l'ordre du jour étant modifié, donc on aura 6 points à l'ordre du jour. Je vous propose de commencer par le point numéro 1, la délibération portant saisine de la commission consultative des services publics locaux, et de passer la parole à Pierre Albina. Chers collègues, C'est bon, ça marche. C'est quand même fait la première université.
Qu'est-ce qu'il a dit? Merci de me donner la parole. Par délibération 2020-07-41, en date du 30 juillet 2020, le Conseil municipal a créé et désigné les membres de la Commission consultative des services publics locaux 1413-1 du Code général des collectivités territoriales. L'article L1414-3 du même code précise que cette commission délibérante sur tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière avant la décision portant création de la régie. Dans ce contexte, le Conseil municipal de Lamantin, après s'être interrogé sur la mise en œuvre pratique de plusieurs scénarios pour la gestion du centre retenu par la délibération 2020-02-03 en date du 6/2-2020, une régie dotée de la personnalité morale et de l'intérêt. Ainsi, il est demandé au Conseil municipal d'approuver le règlement intérieur de la Commission consultative des services publics locaux et d'autoriser le maire à la saisir afin de se prononcer sur le projet de régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière pour l'espace aquatique auditorium de Ravine-Chaude. Il est par ailleurs proposé au Conseil municipal cette commission dans tous les cas le nécessitant. Je vous demande de la libérer. Y a-t-il des questions, collègues? Il n'y a pas de souci. Collègues, c'est normal, solidaire. C'est pas vraiment. C'est voilà. Donc, je sais qu'on a bien préparé cette affaire-là, collègues, que vous maîtrisez. Mais j'aurais souhaité passer la parole à notre collègue qui est nouvellement en charge. Alors, est-ce que tu voudrais dire quelque chose, quelques mots, pour expliquer l'orientation qu'on prend aujourd'hui pour Ravine-Chaude et pourquoi il est important de réunir la CCSPL dans le processus meneur? Chers collègues, je t'invite à donner quelques explications. Et ainsi que s'il y a des administratifs, Ludivine, si tu voudrais dire aussi quelque chose, quelques points juridiques, je ne sais pas, sur la question, c'est pas obligé. C'est pour éclairer. Bonsoir à tous. Je commence déjà par aujourd'hui, donc je n'ai rien préparé, mais je vais vous en parler naturellement. Alors, Ravine-Chaude est une structure qui, on pourrait dire au fond, est un bien guadeloupéen, et même plus, mais qui est aussi un patrimoine lamantinois. Ravine-Chaude, nous avons développé une ambition qui doit permettre à cette structure de gagner en autosuffisance de fonctionnement. Pour cela, plusieurs études ont été faites. Des études qui ont permis dans un premier temps d'analyser le fonctionnement, d'analyser son positionnement. À s'ouvrir pour la Guadeloupe et hors de la Guadeloupe. Et dans ce fait, il a été décidé que Ravine-Chaude ne peut en aucun cas être qu'une simple piscine, mais
va être une structure ayant une véritable identité basée sur le bien-être, la santé, la remise en forme et la vie paisible, on pourrait dire. Donc, la municipalité a initié depuis quelque temps différents scénarios d'investissement qui sont plus ou moins en cours afin de permettre à cette structure de pouvoir se ancrer et devenir une structure incontournable. Et c'est à ce titre que Ravensholt ne peut plus continuer à être dans le joug uniquement administratif et va adopter un comportement business, si on peut dire. Et dans cette philosophie, il faut obligatoirement changer l'orientation juridique. Et c'est par rapport à cela, et afin de permettre à Ravensholt de pouvoir naviguer en toute autonomie et pouvoir apporter tant à la Montinois qu'à la Guadeloupe et qu'à pour avoir plus d'aisance, plus de facilité à faire ce qu'on appelle du commercial. Il a dit le mot, entre parenthèses, du business. Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est une structure industrielle et commerciale. Ravensholt n'est pas un service administratif, c'est une structure industrielle et commerciale. En tant que structure industrielle et commerciale, il faut que la structure soit dans un cadre administratif qui lui permette d'évoluer. Il n'est pas normal aujourd'hui pour acheter du matériel à Ravensholt qui doit signer le bon de commande. Le directeur de Ravensholt doit pouvoir fonctionner comme n'importe quel directeur qui gère une structure commerciale. Le directeur de Ravensholt doit pouvoir fonctionner de façon à pouvoir se lancer dans des campagnes promotionnelles comme le ferait n'importe quelle entreprise privée, n'importe quelle entreprise touristique. Donc, c'est créer un cadre administratif et juridique qui permet à la structure d'avoir moins de contraintes pour pouvoir fonctionner, plus d'aisance pour fonctionner. Sachez, chers collègues, et la population qui nous entend, qui nous écoute là, qui nous suit sur les réseaux sociaux, nous sommes en direct, c'est la donnée. Ça ne change rien par rapport au fait que Ravensholt reste un patrimoine municipal et la Montinois. La propriété de la Montinois et la propriété de la commune de la Montagne. Ça ne change rien à cela, sauf que aujourd'hui, l'organe décisionnaire pour tout ce qui se passe à Ravensholt, c'est le conseil municipal, à la date d'aujourd'hui. Demain, ce ne sera plus le conseil municipal, ce sera toujours des élus de la Montagne,
mais au sein d'un conseil d'administration qui doit beaucoup plus d'autonomie. Comme partout, le conseil d'administration reprend ses droits, etc. On peut changer de directeur, parce que le conseil d'administration garde totalement le pouvoir, mais pour permettre à la structure de fonctionner et d'avoir une rapidité d'action et même d'être proactive et d'être efficace, il faut déléguer tous les pouvoirs de gestion entre les mains du directeur, comme ça se fait dans toutes les structures de ce type. Voilà les grandes tendances. Donc, la CCSPL est obligatoire parce qu'il s'agit d'un service public. Donc, on va créer ce qu'on appelle un SPIC, un service public industriel et commercial. Donc, étant service public industriel et commercial, donc il faut réunir la CCSPL pour toute création, pour toute modification qu'il y a dans le cadre d'un service public. Donc, c'est une démarche citoyenne. La loi le veut. C'est une très bonne chose parce que c'est une démarche qui nous oblige à rencontrer des citoyens, notamment des associations, et à débattre avec ces citoyens des modifications qu'il va y avoir et aussi écouter leurs propositions dans le cadre de ces modifications, intégrer tout ce qu'ils nous proposent, bien sûr, dans la vision que nous devons avoir pour la mission. Donc, c'est de la démocratie participative. Une fois que nous allons lancer le processus, nous allons entrer en concertation avec aussi le personnel. Donc, la mission, ça ne va pas tarder. C'est d'ici la semaine prochaine. On va rencontrer l'ensemble du personnel de la mission. Il y aura plusieurs rencontres pour expliquer les orientations et le projet. Et après, une deuxième rencontre qui sera une rencontre beaucoup plus technique sur le projet lui-même. Et puis, nous allons aussi travailler, nous élus, sur le projet technique. Aujourd'hui, je vous présente le projet de manière globale, mais il y a toute une démarche qui est beaucoup plus technique, beaucoup plus juridique, beaucoup plus administrative. Parce qu'il va falloir donner, entre guillemets, bon, c'est pas une entreprise, on ne parle pas de capital, mais c'est un peu ça. Il faut lui donner à la structure une ressource financière pour pouvoir se lancer, voire démarrer. Donc, on parlera de ça. Donc, on parlera aussi des pouvoirs et des compétences que le directeur aura, des pouvoirs et des compétences du président du conseil d'administration, des relations avec la municipalité, du rôle des administrateurs, de qui on mettra dans le conseil d'administration, parce que c'est le moment pour nous d'ouvrir le conseil d'administration certainement vers des professionnels, qui pourront être des professionnels de santé, des professionnels du tourisme, voir comment on peut ouvrir le conseil d'administration à des gens qui ne sont pas les élus, même si les élus vont garder le pouvoir, mais au sein du conseil d'administration, on peut mettre des professionnels qui pourront nous accompagner. Donc, on discutera de tout cela. Voilà. Donc, c'est un challenge. Ça commence aujourd'hui par la réunion prochaine de la CCSPL. C'est 2 années de travail et de réflexion dans l'ombre, avec un conseil qui nous accompagne, et ainsi que nos administratifs, que je salue pour le travail qu'ils ont fait, M. Juliès, Céline Divine, Mme Totti et tous les autres collègues, ainsi que Mme Cortana, la directrice, qui ont travaillé. C'est le travail dans l'ombre qui paye. D'accord? J'ai anticipé en tant qu'élu lors de la première mandature, ainsi que tous les autres élus qui étaient au conseil d'exploitation avec lui, dans l'ombre, parce que c'est pas quand on fait beaucoup de tapage et on parle beaucoup qu'on avance le plus. Hein. Et, comme on dit dans le texte,
on a pesé les différents scénarios. Et il n'y a pas longtemps qu'on s'est arrêté sur un scénario, puisqu'il y a plusieurs possibilités. Hein. On pourrait créer un service public administratif, on pourrait créer un établissement. Peut-être le mois prochain. Le mois prochain, vous aurez à revenir encore ici pour la Michonne, puisque ça devient une concrétisation d'embouteillage, donc la phase administrative réelle pour la construction de l'usine d'embouteillage d'eau va commencer. Donc il y a ça. Et puis des investissements nouveaux à la Michonne aussi, que nous allons réaliser. La transformation juridique va s'accompagner aussi de prestations nouvelles, obligatoirement. Donc, il y a tout ça qui est en cours. C'est un challenge pour nous parce qu'on a toujours dit, on est 5 ans, on est dans le timing. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, Bruno. Quand on a fait le prévisionnel à la Michonne, on se donnait 5 ans pour redynamiser et relancer la machine. On est dans le timing puisqu'on savait très bien que les 5 premières années ont été des années compliquées et difficiles pour relancer une structure comme celle de la donnée, refaire venir la clientèle et surtout avoir la ressource financière pour pouvoir tenir et relancer ensuite dans un deuxième temps. Donc on est dans le timing, on a respecté le timing et là on va réussir aussi cette phase-là. Mais j'ai confiance en vous, j'ai confiance dans les équipes administratives et j'ai confiance aussi dans la population guadeloupéenne qui nous a accompagnés dès l'ouverture de la Michonne et qui répondra encore plus. Voilà. Et tous les professionnels qui nous accompagnent aussi. Voilà, collègues. Oui, et les lancements, bien sûr. S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Autoriser le maire à réunir la CCSP. Le 10. Ce serait visiblement le 10. Donc, ça veut dire avant le 10, on réunit le personnel et on réunit. Point suivant, qui est le point numéro 2, désignation des représentants du conseil municipal au conseil d'école. Ça, c'est un classique. Alors, le collègue qui fait la présentation, c'est notre collègue Cindy Arnas. Merci, Président. Chaque établissement de la commune dispose d'un conseil d'école chargé de voter le règlement intérieur de l'école, d'établir le projet d'organisation de la semaine scolaire, d'adopter le projet d'école et de prendre plus largement les décisions impactant la vie de l'école. Au terme de l'article D411-1 du Code de l'école, des membres suivants: le directeur de l'école, président, 2 élus, le maire ou son représentant, un conseiller municipal désigné par le conseil municipal, les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil, un des maîtres du réseau d'aide spécialisé intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres d'école, les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, le délégué départemental de l'éducation nationale chargé de visiter l'école. L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions. Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres. Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres. Assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant.
Les personnels du réseau d'aide spécialisée non mentionnés au 4e point, ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires, les assistants de services sociaux et les agents spécialisés des écoles maternelles. En outre, lorsque les personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil. Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionale, les personnes chargées des activités complémentaires prévues à l'article L216.1 et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école. Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour. Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école. Il est proposé au conseil municipal de désigner par école les conseillers municipaux suivants. École maternelle de Castel, M. Promeneur Richard. École maternelle de Castel, Mme Arna Salon-Cindy. École élémentaire de Vincent, Mme Treille Albon Christiane. École élémentaire de Pierrette, Mme Belfort Jacqueline. École maternelle de Pierrette, M. Moulin Rodrigue. École élémentaire de la Rosière, Mme Mercadier Sonia. École maternelle de la Rosière, M. Francillon Saturnin. École élémentaire Bourg 1, Mme Burat Gladys. École élémentaire Bourg 2 Blachon, Mme Génipa Annie. École maternelle La Poussinière, Mme Divial Patricia. Le maire vous demande d'en délibérer. Merci. Des questions, collègues? Des corrections sur l'école de Vincent. C'est une école élémentaire. C'est une école primaire. D'accord. C'est une école primaire. Il faut rectifier, ce n'est pas une école élémentaire, c'est une école primaire. Il n'y a pas d'autre intervention, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient. Votez donc à l'unanimité. Merci, chers collègues. Le point suivant, qui est le point numéro 3. Affectation du fonds d'aide aux communes, ce qu'on appelle le FAC. Le FAC est une participation du conseil départemental pour aider les communes. Le collègue Annie Génipa nous en fait la présentation. Merci, Président. Bonsoir à tous. Lors de sa réunion du 10 septembre 2020, la commission permanente du conseil départemental a alloué à la commune de Lamentin, au titre du fonds d'aide aux communes pour l'exercice 2020, une subvention de 230 000 €. Le maire propose au conseil municipal d'affecter cette somme aux opérations suivantes. Premièrement, extension du cimetière du Bourg pour la somme de 190 734 €. Réhabilitation des vestiaires du stade Germain d'Arbier, 39 265 €. Le maire vous demande d'en délibérer. Très bien, collègues. Y a-t-il des questions, collègues? Donc, nous affectons le FAC sur deux opérations. Donc, le cimetière, vous voyez, les travaux sont déjà en cours pour l'extension du cimetière. Madame Petit, ça c'est pour la deuxième phase ou la première phase, c'est 190 €? Les deux. C'est pour les deux phases. Parce qu'il faut savoir que le cimetière se fait sur deux phases. Donc les 190 734,19 €, c'est pour les deux phases. Et puis les 39 265,81 €, vous savez, il y a obligation qui a été faite pour l'ensemble des stades de la Guadeloupe de se mettre aux normes. C'est une nouvelle norme. Nous étions aux normes par rapport aux anciennes normes. Par rapport aux nouvelles normes, quasiment
presque toutes les communes de la Guadeloupe ne sont pas en eau. Donc, on a permis, si on était resté strict, c'est-à-dire si la fédération était restée stricte et très stricte, il n'y aurait pas eu beaucoup de communes qui auraient pu recevoir les matchs. Donc, on a permis aux communes qui s'engagent dans les travaux à pouvoir ouvrir les stades et faire les matchs officiels. Donc, la Mantin, parmi les communes qui s'est engagée à faire les travaux, donc nous mettons ces 39 265 sur un projet qui lui-même va coûter à peu près 200 000 € que vous avez déjà fait passer en conseil municipal. Donc c'est une participation sur un projet qui coûte à peu près 200 000 € pour agrandir, construire de nouveaux vestiaires pour le stade Germain Barou. Voilà. Y a-t-il d'autres questions, collègues? Sinon, on passe au vote qui est contre, qui s'abstient. Merci, collègues. Ça, ce sont des projets très structurants pour la commune de La Mantin. Et je dis bien la commune de La Mantin, et j'insiste. On a eu 18 ans. Vous êtes resté 18 ans à regarder l'État se tromper sans dire à l'État vous vous êtes trompé, vous avez été là où vous étiez. Donc la commune s'appelle La Mantin et non le La Mantin. La Mantin, c'est chez nous en Guadeloupe et le La Mantin, c'est à la Martinique. Et comme le français est très clair, puisque nos parents nous ont envoyés à l'école pour apprendre le français, donc à La Mantin et de La Mantin. Et ça, on peut aller jusque devant l'Académie française, on va gagner. Même s'il s'appelait le Lamentin, on dirait quand même à le Lamentin. Et comme on dit, à le mot. Patricia. Donc Patricia, tu vas lire les deux? Merci. Ah, je vais lire. Moi, j'avais carrément. Amen. Prends les deux. Tu prends le 4 et le 7. C'est le même texte. Donc en fait, tu vas lire un texte et tu vas donner les deux noms. Les deux noms, hein. Voilà, et je vais après les textes en France pluriel. Comme tu veux. Exactement. Monsieur le Président, chers collègues, bonsoir. L'élection de Mister Guadeloupe est un concours de beauté masculin
qui donne une vision nouvelle de l'homme guadeloupéen et dont la prochaine édition, 9e édition, devrait avoir lieu le 7 novembre 2020. À ce titre, M. Michael Torchi et M. Mefara Thierry ont été retenus parmi une quarantaine de candidats qui représenteront la ville de Lamentin. Afin de relever leur challenge, ils sollicitent l'accompagnement financier de la ville de Lamentin. Le conseil municipal donne pouvoir aux maires pour soutenir la candidature de Michael Torchi et de Mefara Thierry à hauteur de 500 € chacun. Je vous prie d'en délibérer. Voilà. Très bien, collègue. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'esprit de synthèse et d'efficacité. De toute façon, on va être parisien. Nous payons parce que ça a plaisanté. Très bien. Donc, l'an dernier, on avait eu, c'était bien l'an dernier, hein, on avait, oui, l'an dernier, oui, on avait 2 candidats à Lamantinois, on les a accompagnés, donc cette année, on a 2 candidats à Lamantinois. Il faut souligner qu'il y a que de Lamentin qui a gagné. Oui, je voulais que tu dises ça. Oui, l'an dernier, c'est Lamentin qui a gagné, c'est Lamentin qui était Mister Guadeloupe. Et on avait davantage accompagné le vainqueur. Donc, cette année, je leur dis, voilà, rapportez encore le Mister Guadeloupe et vous reviendrez nous voir. Et la commune sera encore à vos côtés pour vous accompagner. Voilà. Pour cela, il faut les soutenir financièrement, mais aussi il faut voter pour eux. Oui. Alors, j'espère qu'ils vont faire campagne. Ils vont faire campagne auprès des élus, auprès de tout le monde, pour qu'on puisse se mobiliser, pour pouvoir voter pour eux, parce que le vote se fait aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, donc j'invite tous les Lamantinois qui nous écoutent ici, là, ce soir, ainsi que les élus, mais tous les Lamantinois, à soutenir ces 2 Lamantinois qui sont mis. Alors, Michael Torchi et Thierry Mefara. Michael Torchi et Thierry Mefara pour Mister Guadeloupe. On passe au vote, collègue, qui est contre, qui s'abstient. Donc, adopté. Merci pour ces 2 jeunes Lamantinois. Le point numéro 5, qui est un point hors bordereau, qui consiste à modifier un plan de financement. Donc, on n'avait pas décidé de... C'est moi. Ah, voilà. Très bien. Le collègue chargé des finances, le tenancier de la bourse, comme il s'agit d'argent, à venir présenter, voilà, le projet. Chers collègues, bonsoir. Merci, Monsieur le Président. Je vais monter le micro pour qu'on puisse bien entendre. Chers collègues, bonsoir. Merci, Monsieur le Président. Je vais juste, au niveau de la présentation du rapport, ajouter quelques lignes pour que ça colle avec le tableau. Donc, dans le cadre de sa politique de préservation et valorisation du patrimoine culturel et pour des mesures conservatoires, la ville de Lamentin a souhaité réhabiliter les monuments historiques à l'usure. Ces bâtiments ont subi les affres du temps. En témoignent les matériaux arrivés à bout de leurs usages et la nécessité de l'intervention de nombreux travaux de renforcement. La première tranche de ce projet concerne la réhabilitation du palais de justice de paix abritant aujourd'hui les locaux de la police municipale. La réalisation de ces travaux devra permettre de redonner au bâtiment son authenticité. Ainsi, la de 197 650 €,
soit 19,42%, du Conseil régional d'un montant de 342 667 €, soit 36,67%, d'une participation de l'État au titre du Fonds national pour l'aménagement et le développement du territoire FNADT d'un montant de 141 905,49 €, soit 14,95%. La participation de la commune s'élève à 203 515,62 €, soit 20%, ainsi que d'une participation du conseil départemental par le biais du fonds d'aide aux communes pour un montant de 131 840 €, soit 12,96%. Donc le maire nous demande d'annuler la délibération numéro 2020-0953 du 28 septembre 2020 et d'approuver le plan de financement suivant. Alors, 197 650 € de la DRAC, soit 19,42%, 131 840 € de la FAC 2019, soit 12,96%, 342 667 € de la région, soit 36,67%, 141 905,49 € du département, de la FNADT pour 14,95%, 203 515,62 € qui est la participation de la commune, pour soit 20%. Donc le montant total de l'opération est de 1 17 578,11 €, en total de 100%. Je vous demande d'en délibérer. Ah, chers collègues, donc c'est un projet que nous avons lancé depuis longtemps, mais le plan de financement se trouve bouleversé par l'augmentation du coût. D'où ce nouveau plan de financement. Très bien. Merci, chers collègues. Merci, Mme Petit. On passe au vote qui est contre. Qui s'abstient. Adopté donc à l'unanimité. Dernier point à l'ordre du jour, le régime indemnitaire, modification de la délibération numéro 2009-0522. C'est quel collègue qui est en charge? Très bien. Collègue Francillonne, tu as la parole. De l'autorité territoriale, en tout ou partie d'une récupération en temps de repos, être rémunéré sous forme indemnité horaire ou travaux supplémentaires IHTS, il est possible de panacher et de compenser une partie des heures sous forme de repos ou une autre partie sous forme d'indemnisation. La compensation des heures supplémentaires pourra préférentiellement être réalisée sous la forme d'un repos compensateur. Cependant, elle peut aussi donner lieu à indemnisation en respectant toutefois le principe d'une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à une activité dans chaque établissement public par l'organe délibérant dans la limite des régimes dont bénéficient les différents services de l'État. La délibération prise détermine, conformément à l'article 2 du décret 91-860, du décret 91-875 du 6 septembre 1991. Le paiement de toute indemnisation d'heures supplémentaires a donc été suspendu
par le comptable public au regard des imprécisions constatées dans la délibération actuelle en référence à l'article 2 du décret 91-875 du 6 septembre 1991. De plus, de nombreux grades ayant évolué, il convient de mettre à jour le tableau des grades, mais d'y joindre aussi les fonctions et familles d'emploi concernées évoluant dans la collectivité. Voir tableau joint. Enfin, il est nécessaire de préciser certaines modalités réglementaires prévues dans le décret numéro 2002-60 du 14 janvier 2002, sans remettre en question la délibération 05-22 en date du 16 mai 2009. Principe général. La compensation des heures supplémentaires doit préférentiellement être réalisée sous la forme d'un repos compensateur. Cependant, à défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires donnent lieu à indemnisation en respectant toute attribués dans le cadre de la réalisation effective des travaux supplémentaires demandés par l'autorité territoriale ou le chef de service et selon les dispositions du numéro 20-02-60 du 14 janvier 2002. Les indemnités horaires ou travaux supplémentaires peuvent être versées aux fonctionnaires de catégorie C et autres fonctionnaires de catégorie B dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dans les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires. L'indemnité horaire travaux supplémentaires peut être attribuée aux agents titulaires, aux stagiaires, aux employés à temps complet, non complet ou temps partiel, aux agents contractuels de droit public employés à temps complet, non complet ou temps partiel sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires de grade de référence. Dans la limite des textes applicables aux agents de l'État, l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires sera versée aux agents dont la filière, le cadre de l'emploi, le grade de l'emploi figure dans le tableau joint en annexe de la présente délibération. Les emplois figurant dans le tableau en annexe font référence de la famille d'emploi dont les appellations peuvent éventuellement différer avec le poste de l'agent, mais qui restent équivalents et compatibles avec le cadre d'emploi concerné. La liste des grades peuvent évoluer en fonction des lois et décrets en la matière. Conditions et versements et modalités pratiques. Les travaux supplémentaires doivent faire l'objet d'une autorisation signée de l'autorité territoriale ou de son représentant, ordre de mission ou lettre de mission. Ce document doit avoir objet la validation du supérieur hiérarchique direct et ou
du responsable de service, puis celle des directeurs ou du directeur général des services. Les heures supplémentaires feront l'objet d'un contrôle par les instruments de décompte du temps de travail qui sont mis en place dans la collectivité. Moyen de contrôle automatisé, décompte déclaratif, feuille d'émargement. Le versement de ces indemnités est limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et par agent. Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sous décision du chef de service ou en informe immédiatement les représentants du personnel du comité technique. À titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées après consultation du dit comité pour certaines fonctions. Pour les agents à temps non complet, les IHTS sont calculés selon le taux horaire de l'agent. Dans la limite de 35 heures, au-delà, elles sont calculées selon la procédure normale décrite dans le décret numéro 2002-60 du 14 janvier 2002. Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel peuvent bénéficier du versement d'heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret numéro 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Conditions d'indemnisation. La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l'agent concerné au moment de l'exécution des travaux, augmenter le cas échéant de l'indemnité de résidence. Le montant ainsi obtenu est divisé par 1820. Traitement brut annuel de l'agent plus indemnité de résidence sur 1820. Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les autres heures. Par la présente délibération sera effectuée selon une période mensuelle. Clause de revalorisation. Les indemnités subvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque le montant ou taux ou les corps seront réglés par un texte réglementaire. Je vous invite à en délibérer. C'est des démissions quand j'ai mais bon, c'est volontaire et obligé. Parce qu'il faut mettre tous les détails, sinon ça ne passe pas. C'est comme ça. Donc vous comprenez très bien que c'est pas une tant sur le plan des grades, etc. Et puis une législation aussi qui a changé, donc il faut prendre une nouvelle législation qui colle à la nouvelle législation actuelle, les nouveaux grades, etc. Voilà. Et les nouvelles conditions aussi pour donner les heures supplémentaires. C'est des questions, collègues. Est-ce que M. Guillaume voulait ajouter quelque chose? Parce que c'est toi qui as puni le sentiment. Non, ça va.
pas s'il y a eu des questions ou autres. S'il y en a eu, on ira répondre après. En tout cas, merci pour tous ceux qui nous ont suivis et merci à vos collègues d'avoir répondu présent. Donc on écoute notre collègue Olivier Moulin. Bonsoir à tous. Alors, nous sommes bien sûr parlé de la police, mais il y a aussi le service des sports aussi. Ah oui, ils sont très concernés.